Si l'on devait en croire les sondages, c'est Hillary Clinton qui voguait vers la victoire le 8 novembre dernier. Le dernier coup de sonde aggloméré lui donnait 3,3 points de pourcentage d'avance le jour même du vote. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les sondeurs en prennent pour leur rhume depuis une semaine, mais loin de casser du sucre sur leur dos, ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui s'est passé lors de cette élection et dans l'industrie des sondages en général, avec deux spécialistes de la question, Claire Durand, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et présidente élue de la World Association of Public Opinion Research. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Martin, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines et blogueur au Journal de Montréal. Bonjour, Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Je vous lance la question à tous les deux. Pour commencer, prenons d'abord la mesure de l'échec, de son ampleur, la difficulté de prédire cette élection. Est-ce que c'est un échec d'abord si grand que ça, Claire? Oui et non. C'est certain que quand il y a deux candidats à égalité, c'est la pire situation pour les sondages. Et c'est la situation où tout le monde regarde les sondages. C'est ce qui est assez paradoxal. Maintenant, si on regarde sur les 21 sondages qui ont été publiés au cours de la dernière semaine avant le vote, il y en avait 18 qui mettaient les deux candidats dans la marge d'erreur. Okay. Alors, 18 sur 21, c'est quand même pas si mal. Il faut dire aussi qu'il y a une méthode qui était un peu en dehors des autres, qui a mis pendant les deux dernières semaines les deux candidats à égalité, puis on avait l'impression que comme ils étaient différents des autres, c'était peut-être eux qui avaient tort. C'était possiblement eux qui avaient raison, et ils avaient seulement des téléphones fixes dans leur échantillon. On peut penser que eux sous-estimaient moins le vote rural que les autres. Mais, ceci dit, normalement, plus on a de sondages, plus la moyenne des sondages devrait se rapprocher du résultat de l'élection, voilà. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est quand même un échec. Donc, c'est quand même un échec, mais c'est aussi l'échec des médias qui n'ont pas informé les gens du fait que quand on est dans la marge d'erreur, ça veut dire que l'inverse peut se passer. Donc, l'erreur, c'était de présenter les sondages comme une espèce de mesure très précise à la virgule, à la décimale près des intentions de vote, alors qu'il y a toujours une marge d'erreur. Et on dit, il y a une marge d'erreur, et on passe à d'autres choses. Et on n'explique pas aux gens ce que ça veut dire. Pierre, un échec si grand que ça aussi? Oui, un échec, évidemment, parce que du point de vue de la perception populaire, il y a un gagnant, on fait une prédiction, si on l'a, on l'a, si on ne l'a pas, c'est un échec. Maintenant, il faut faire attention. C'est qu'au plan plus technique, il faut quand même se rappeler qu'au total du vote populaire, Mme Clinton a eu plus de votes populaires que M. Trump. Tout à fait. Et donc, même que lorsque les votes seront tous comptés, c'est pas encore fini, et il y a plus de votes à compter dans les grands États démocrates que républicains. Il est fort probable que son avance se situe à quelque part autour de 1,5 à 2 points de pourcentage. Et dans cette perspective-là, que les sondages aient prédit 3 points de pourcentage d'avance pour elle, on pourrait dire ils ne se sont pas trompés tant que ça. Maintenant, là où ils se sont trompés, c'est à prédire le vote de certains États qui étaient la clé de la victoire pour Donald Trump. Oui, c'est ça qui compte dans le et dont on n'a pas vraiment vu suffisamment à l'avance l'évolution vers Trump. Des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio et la Floride. Des États où le déplacement du vote vers Trump, vers les républicains, s'est fait selon un modèle qui n'était pas conforme aux attentes, parce que c'est des électeurs nouveaux qui étaient, si vous voulez, pas perçus de façon correcte par les sondeurs, parce qu'il n'y avait pas de précédent sur lequel se baser. Alors qu'on se base normalement sur des précédents. Et en plus, il faut dire que les sondages État par État, surtout dans des États plus petits, mais bon, on ne peut pas dire que le Michigan, l'Ohio et le Wisconsin sont des endroits si petits que ça, sont des sondages qui sont moins fiables que les sondages nationaux parce qu'on n'a pas de modèle aussi éprouvé pour représenter la population. Et donc, oui, il y a eu échec, mais l'échec n'est pas nécessairement là où on a tendance à le voir. C'est vraiment dans la modélisation de l'opinion de certains États
et dans la difficulté qu'on a eue à percevoir les mouvements dans l'opinion à la dernière minute. Derrière tout ça, il y a toutes les techniques de sondage. Et là, si on prend encore plus de recul historique et géographique, on regarde, il y a eu le Brexit, qui a été un échec aussi pour les sondeurs. Le référendum en Colombie, plus récemment sur l'accord de paix. Là, la victoire de Trump. Est-ce qu'on a l'impression, de façon générale, Claire, que les sondages sont sur la pente descendante, sont de moins en moins fiables? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Il y a un peu de vrai. Ou c'est un concours de circonstances? C'est pas un concours de circonstances. Premièrement, toutes ces élections ou référendums ont ça en commun que les deux camps étaient à égalité ou presque. Okay? Donc, c'est la pire situation pour les sondages, il faut le répéter. Deuxièmement, il est possible aussi que quand les deux camps sont à égalité, j'avais une boutade où je disais quand c'est égal, c'est pas égal. Quand les deux camps sont à égalité, c'est là où il y a la plus forte tendance aux gens plus conservateurs. Il y a un climat un peu toxique qui s'installe, où on peut pas, dans certains milieux, on peut pas vraiment donner notre opinion. Et c'est là où on a plus tendance à avoir une espèce de spirale du silence, où les plus conservateurs soit ne participeront pas au sondage, soit ne donneront pas leur vraie opinion. Et donc, les trois cas sont dans cette situation-là. Il y avait une bonne réponse selon les médias. Clinton être pour le référendum en Colombie et contre le Brexit. Et dans les trois cas, ça a pêché dans la même direction. Donc, la prime à l'urne, si c'est bien ça dont vous parlez, bénéficie généralement aux conservateurs ou plus à la droite? Ça, c'est une expression de M. Bourassa, oui. Mais moi, je parle plus du fait qu'il y a ce que j'appelle les discrets. Et d'ailleurs, quand je les répartis non proportionnellement, en passant, je prédis très bien le Brexit et je prédis très bien l'élection qui a eu lieu, l'élection américaine de 2016. Oui. Mais c'est une espèce d'effet cumulatif qui fait que les gens qui sont plus conservateurs, et surtout quand il y a ces débats un peu populistes, ne sont souvent pas dans les échantillons des sondeurs. Quand ils sont dans l'échantillon, ont moins tendance à collaborer avec les sondeurs, et quand ils collaborent avec les sondeurs, ont moins tendance à révéler leur intention de vote. Donc, mettez +1, +1, +1, ça donne +3, en gros, là. Oui. Et c'est cet effet-là qui, comme c'est un effet qui arrive seulement dans certaines circonstances, souvent, on a plusieurs élections où on prédit bien, puis on dit on est correct. Et puis, tout à coup, ça nous pète dans la face. Pierre, est-ce qu'il y a quand même des choses dans cette élection-là qui rendaient les choses... Tu sais, vous avez parlé de changement de comportement d'électeurs qui était sans précédent. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses aussi qui rendaient l'élection plus volatile? On pense entre autres à la présence... Moi, je pense entre autres à la présence de candidats tiers, 2 qui étaient là et qui avaient quand même une part du vote relativement importante. Est-ce que ça ne rendait pas la prédiction plus difficile encore, en venant chercher des votes ici et là? Oui, c'est possible, mais juste pour ajouter à ce que disait Claire, moi, j'ai un petit peu de scepticisme face à cette notion de répartir de façon... un peu, a posteriori correct, mais un peu arbitraire a priori, les discrets. Il faut aussi mettre le doigt sur une réalité assez simple dans cette campagne-là, c'est que il y a eu du mouvement dans l'élection. Les gens ont changé d'idée assez rapidement. On s'en est rendu compte, par exemple, à l'élection fédérale de l'an passé chez nous. Il y a des gens qui ont changé d'idée à la dernière minute et qui se sont ralliés aux libéraux. De la même façon, dans ce cas-ci, on a eu beaucoup, dans les derniers jours, dans la dernière semaine de la campagne, de républicains plus conventionnels, pas nécessairement ces nouveaux républicains que je mentionnais tout à l'heure, qui étaient d'abord et avant tout attachés à Trump, mais des républicains qui étaient hésitants à voter pour Trump, qui sont revenus vers leur parti à cause de facteurs négatifs qui sont arrivés dans la campagne de Clinton. Maintenant, également, c'est les républicains qui s'étaient stationnés peut-être dans les tiers partis, justement à cause qu'ils avaient une perception négative des deux candidats et qui peut-être, en dernière analyse, ont décidé de revenir à la maison
donc dans une certaine mesure. Ça, il y a beaucoup d'analystes qui ont constaté cette tendance-là. Donc, on note, par exemple, lorsqu'on regarde les sondages de sortie d'urne, que malgré les attentes qu'on en avait, puis malgré les sondages qui avaient été faits plusieurs semaines avant, qui notaient, par exemple, des très grands écarts dans le vote féminin, dans le vote des hispanophones et dans le vote des Noirs par rapport au vote de 2012, l'élection est revenue à peu près exactement aux écarts de 2012 parmi ces groupes-là. Donc ça, c'est des républicains, femmes, hispanophones et afro-américains, qui étaient manifestement inconfortables avec leurs candidats, mais qui sont malgré tout retournés au parti, entre autres parce que dans les derniers moments d'une campagne, on fait aussi attention aux courses locales. Et on néglige ça. Et donc, le fait de revenir vers le parti a quelque chose qui va au-delà du vote présidentiel. En 2 minutes, je tiens quand même à conclure là-dessus avec vous deux. Les plus pessimistes disent que les sondages sont sur le déclin. Les maisons de sondage vont être de moins en moins utilisées. Pierre, vous en consommez, vous utilisez dans vos analyses, vous analysez, Claire, la science des sondages. Est-ce que c'est la mort lente des sondages ou est-ce qu'on assiste à une réinvention, si on veut, C'est la mort lente s'il n'y a pas de réinvention. Parce que je pense qu'il reste que les sondeurs jouent avec le feu dans les méthodes qu'ils utilisent depuis un certain temps déjà. Il y a des échantillons qui ne répondent plus à rien de ce qu'on peut imaginer de la théorie des échantillons. Et donc, on peut pas on peut les blâmer un peu, mais en fait, ils essaient finalement... moi, je dis, on joue au chat et la souris. À chaque fois que les sondeurs trouvent des nouveaux moyens de nous rejoindre, on trouve des nouveaux moyens de les empêcher de nous rejoindre. Mais ça, ça a été provoqué aussi par le fait qu'il y a eu, à un moment donné, trop de sondages, des sondages marketing, etc. Donc, les gens sont très, très sollicités. Il faut une réflexion de fond sur où on s'en va avec les sondages, où on s'en va avec l'échantillonnage, comment faire des bons échantillons pour les sondages Internet, parce que moi, je pense qu'on s'en va vers le sondage Internet. Il y a beaucoup de travail à faire. OK. Pierre, en 15 secondes, vous allez continuer à utiliser les sondages? On va continuer à utiliser les sondages. Par contre, ce qui est très difficile avec les sondages, c'est pas la mesure du point qu'on cherche à mesurer, c'est la mesure de l'incertitude autour de ce point-là. Et communiquer l'incertitude est encore plus difficile que de mesurer l'incertitude. Et c'est ça qu'il faut faire attention, à la fois dans les médias, pour les utilisateurs de sondages, pour les analystes. On avait beaucoup plus d'incertitude que ce qu'on a pu admettre pendant cette campagne-là. C'est bien noté. On en prend bonne note. Merci beaucoup, Pierre Martin et Claire Durand. Merci. Très apprécié.